Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec Monsieur Alexandre Carvalho, qui le connaît beaucoup mieux que moi. Alexandre, comment tu vas? Ça va, Charel, merci beaucoup pour l'invitation. Très content Merci à toi. d'un joueur que j'adore, donc tant mieux. Tant mieux, parfait. Merci à toi d'être venu. Voilà, j'ai réussi à faire venir un vrai monsieur qui suit le football portugais du matin au soir. On va passer, je pense, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure. Et voilà, après je vais te libérer pour aller voir les matchs d'Europa League des clubs portugais, encore une fois. Et du coup, je veux un petit peu que tu te présentes un petit peu. Tu es spécialiste du foot portugais, mais pas seulement. Donc vas-y, je t'écoute un petit peu en deux, trois phrases. Qui es-tu? Spécialiste, je sais pas, mais en tout cas, c'est un grand passionné du foot portugais depuis ma tendre enfance, donc supporter du PSG aussi, et amoureux du foot portugais pour tout ce que représente le Portugal, notamment au niveau de la formation, etc. Donc voilà, après j'ai créé mon petit média qui s'appelle Golasso TV, où on parle du football portugais dans tout son ensemble, des entraîneurs, des joueurs, de la tactique, du championnat portugais. Et voilà, donc en quelques mots pour me présenter, je suis juste un passionné du football portugais et un passionné du football tout court. Mais vraiment, oui, là où je passe le plus de temps, c'est regarder du football portugais au niveau des jeunes, etc. D'accord. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est vraiment en tant que spécialiste du foot portugais et du Portugal, de la sélection, évidemment, pendant la Coupe du Monde au Qatar, quand tu parlais avec ton franc-parler légendaire, avec objectivité. C'est ça que j'ai kiffé chez toi, objectivité. Tu te faisais insulter par tous les fans de CR7, mais tu as réussi à rester droit dans tes bottes du début à la fin. Donc bravo, je tiens à te féliciter. Je salue ton courage, vraiment. Vraiment. Merci, mais ça reste que du foot et on est là pour être objectif. Et voilà. Personne ne nourrit, Ronaldo ne me donne pas à manger, Messi ne donne pas à manger aux gens. Donc, je déteste les idolâtres et je combats ça. Donc, Pas plus tard qu'hier, hier avec l'affaire Vitinha. Moi j'ai un petit peu le même problème, parce qu'avant que Vitinha ne démente, j'ai un petit peu donné mon avis sur la question et je me suis fait rafaler par les pro-Messi alors que je suis aussi... que j'adore Messi comme pas possible. Mais bon, on est là pour parler de João Félix, comme je disais. Le petit crack de Viseu, c'est comme ça qu'on dit? c'est ça. Viseu, ok. D'accord, je voulais un petit peu te poser des questions sur lui pour que ma fanbase, enfin mes abonnés le connaissent un peu mieux et qu'on puisse un petit peu retracer son parcours en carrière et même sa vie. Est-ce que tu es prêt? Ouais, bien sûr. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ses débuts à João Félix, de Benfica jusqu'à l'Atlético Madrid, l'OVNI qu'il avait été en 2019 quand il a été arrivé. On rappelle qu'il a été Golden Boy quand même. Tu te rappelles de ça? C'était incroyable. Ouais, super joueur. Non, c'est pour parler un peu de lui. C'est un joueur qui a joué au FC Porto dans son enfance, qui n'a pas été gardé par le FC Porto par son côté un peu frêle, physique un peu frêle et pas beaucoup d'intensité dans son jeu, etc. Donc il n'a pas été gardé par le FC Porto. Il a rebondi à Benfica. Au début, c'était, je dirais pas compliqué, mais pas vraiment le meilleur joueur de la génération 99. Il y avait notamment Jean-Philippe qui était largement au-dessus. Et c'était vraiment lui, Jean-Philippe, qui est parti en Arabie Saoudite, du coup. D'accord. Jota, qui est parti en Arabie Saoudite et qui était vraiment la star de cette génération-là, avec Zé Gomez qui ensuite a totalement sombré, etc. Mais Jean-Philippe c'était un peu dans l'ombre de tout ça. Et puis, il y a eu une progression fulgurante, notamment en 2016, si je ne dis pas de bêtises, en Youth League, où il a vraiment performé de façon très compétente. Il a été vraiment très, très, très bon. Et il a été ensuite en équipe B, donc plus jeune joueur à avoir joué en équipe B avant Cherendour. Après Cherendour a battu ce record, mais pendant longtemps, ça a été le plus jeune joueur à avoir joué en équipe B à Benfica. Et voilà, une progression, en fait, il arrivait nulle part. Ça a été une météorite qui arrivait nulle part. Personne n'en parlait. D'un coup, un joueur élégant, super beau à avoir joué. Et voilà, il est monté les étapes. Donc, équipe B, il a fait finale U19 de Youth League. Et ensuite, il est monté en équipe A lors de l'arrivée de Bruno Lage, qu'il avait entraîné en équipe B. Et voilà, il a marché sur l'équipe B et ensuite l'équipe A où il a fait son apparition. Il a commencé à faire 2-3 apparitions au début de la saison 2018, si je ne dis pas de bêtises, 2018-2019. Mais il était un simple remplaçant sous Rui Vitória. Rui Vitória est parti, Bruno Lage est arrivé. Et là, il a mis en place Jean-Félix titulaire et il a changé l'équipe. L'équipe était morose, sans fond de jeu. L'équipe avait 6-7 points de retard sur Porto. Jean-Félix est arrivé en tant que titulaire et il a performé tout de suite. Il a fait 6 mois somptueux. Sous Bonella, il a été exceptionnel, vraiment. Il a modifié le jeu de l'équipe, un peu comme on le voit là actuellement avec le Barça. Et il est parti ensuite à l'été 2019
du côté de l'Atlético Madrid pour 120 millions d'euros, comme vous connaissez. D'accord. Il avait marqué 15 buts en 26 matchs. Et là, on était vers printemps, enfin hiver-printemps 2019, c'est ça? C'est ça. Voilà, parce qu'il commence vraiment à être titulaire à cette époque-là, vers décembre, enfin janvier, dès l'arrivée de Bruno Lage. Il le met en place directement. Il lui dit voilà, tu seras ma nouvelle référence en attaque en quelque sorte. Et il modifie le style de jeu. Il marque des buts, il fait des passes. Tout le schéma de jeu passe par lui. Il est très bon entre les lignes. Il donne une carrière à Seferovic, par exemple. Donc, il marque un triplé contre Francfort en Europa League. Vraiment, une météorite de par déjà chez les jeunes parce que personne n'avait misé sur lui. Et ensuite, chez les pros, il arrive et il performe directement. Il n'a même pas eu besoin de temps d'adaptation. Donc après, on va me dire que oui, ça reste que le Portugal. C'est vrai que c'est pas non plus le meilleur des championnats. Mais arriver comme ça, c'était du rarement vu au Portugal. Ouais. Je me rappelle du buzz qu'il y avait. Le buzz qu'il y avait à l'époque, c'était... En fait, il a réussi à mettre de la lumière sur le championnat portugais. L'espace de 2-3 mois, c'était tous les week-ends, tous les 3 jours même. On entendait un but, un doublé, un triplé en Europa League. C'était... en termes de buzz, j'ai rarement vu ça pour un joueur dans le championnat portugais. Ouais, et puis même en termes de style de jeu, c'était vraiment, c'est le régal. Enfin, les gens allaient le voir au stade lui, quoi. Enfin, tu payes ton billet pour aller voir Jean-Félix parce que c'est un joueur qui est un régal à voir jouer tout simplement. Et même à 17 ans, c'était le cas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment une vite enflammade de nos côtés. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi on l'aime autant parce que c'est vraiment un joueur qui est différent, qui est à part. C'est ça. Et du coup, on est à l'été 2019. Il fait ce choix de carrière qui est particulier. Il va donc à l'Atlético Madrid pour 126 millions d'euros. C'était énorme à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul, on est en 2023, 4 ans plus tard. On sait tous qu'il a fait un mauvais choix de carrière, ça c'est sûr et certain. Il est parti dans un club complètement opposé à sa philosophie de jeu à lui. Qu'est-ce que tu en penses de ce choix, du coup, maintenant, aujourd'hui? Je me rappelle, on avait fait une émission avec Golasso justement quand on a eu le départ de Jean-Félix à Chico et pas grand monde avait compris, dont moi, où j'avais souligné en fait que la seule chose positive de son arrivée à l'Atlético Madrid, c'est que du coup, il allait jouer dans un club qui jouait en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, donc qui est genre Griezmann. Ça a été le centre, la star de l'équipe, mais c'est tout en fait. Il y avait juste ça de positif pour lui, c'est que voilà, il allait être titulaire dans une bonne équipe européenne et jouer dans une position qu'il affectionne, derrière l'attaquant, etc. Mais sinon, sur le reste, c'était un échec qui était déjà présagé depuis très longtemps. Pas du tout le style de jeu qui lui convient. C'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds. C'est un joueur qui aime toucher le ballon au moins 30 fois par mi-temps. C'est un joueur qui aime combiner dans les petits espaces avec ses coéquipiers. Et c'est à l'opposé du style de jeu de Diego Simeone. Alors attention, moi je ne tire pas que sur l'Atlético. Je ne tire pas que sur l'entraîneur. Parce que lui, il a gagné comme ça, et il est resté sur sa philosophie de jeu. C'était à Jean-Félix, à partir du moment où Jean-Félix fait ce pas de partir là-bas, de s'adapter à ce style de jeu. Donc tant pis pour lui, il a fait de très mauvais choix de carrière, il ne s'est pas adapté à ce style de jeu, et voilà, il a perdu 4 ans. Pour moi, il a perdu 4 ans. C'est marrant parce que ce matin, il a fait la une de Mundo Deportivo pour une interview, enfin, lui et Cancelo, les deux, et il a dit, pour le journal, on lui pose la question d'abord de savoir si oui, il peut admettre qu'il a floppé à l'Atlético, et il dit oui, c'est clair pour tout le monde que j'étais pas bien à Madrid. Celui qui a fait un mauvais travail doit changer d'équipe. Donc là, il parle de lui. Comme quoi, il assume aussi sa part de responsabilité. Et il dit carrément qu'il n'était pas en forme là-bas. Je ne me suis jamais adapté au club ni aux idées de l'entraîneur, même si j'ai toujours fait du mieux que je pouvais. Donc au moins, il avoue un petit peu que voilà, c'est pas non plus que de la faute du Cholo. C'est ça. Les deux ont leur tort sur cet échec, parce que c'est un énorme flop, c'est un énorme échec. 126 millions, voilà, c'est un énorme échec, il faut le dire, c'est mon joueur préféré, mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on savait aussi qu'il n'avait pas le bon contexte. J'entendais des trucs sur c'est un escroc, c'est un flop, le transfert est un flop, mais Jean-Félix n'est pas un flop. C'est un escroc, on en fait trop sur lui, il est surcoté. Non, il faut les prendre en compte le contexte, et le contexte n'était pas du tout fait pour lui, c'est tout simplement. C'est aussi simple que ça. On est d'accord. Et puis même, c'est naturel, c'est humain, une fois que voilà, au bout de 1, 2, 3 ans que tu vois que le club n'est pas fait pour toi, l'équipe n'est pas faite pour tes qualités, c'est naturel qu'il y ait une baisse de motivation qui suive. Moi, après, voilà, il n'y a que les grands champions hors catégorie qui arrivent quand même à se motiver, mais bon, on a vu que même Messi, par exemple, ça n'a pas du tout été le cas. Ensuite, je voulais te demander, du coup, voilà, on va un petit peu passer le passage à Chelsea, parce que voilà, ça a duré 6 mois, même si quand même tu avais relevé, toi, tu penses que c'était un des meilleurs joueurs
de Chelsea avant l'arrivée de Lampard. Ah, clairement, clairement. Je trouve que sous Potter, son premier match contre Fulham est exceptionnel. Par exemple, avant qu'il prenne son carton rouge, il fait vraiment des très très bons matchs contre Dortmund, contre West Ham, etc. Il fait vraiment, avec Potter, avec un entraîneur qui a les mêmes idées de jeu que lui, etc. Il régale, je trouve, à Chelsea. Après, l'arrivée de Lampard, où on a peut-être le pire coach d'Angleterre qui arrive, Chelsea, qui le met sur le banc pour aucune raison. Enfin, même si moi je pense que c'est parce que il savait que c'était un prêt, qu'il ne savait pas forcément le garder. Donc ça ne servait à rien de valoriser un actif qui ne t'appartient pas. Mais sinon, moi, son passage à Chelsea, pour moi, c'est pas un flop, c'est pas un échec. Ça a très bien marché sous Potter. Lampard arrive, il le met sur le banc, terminé. Mais les matchs qu'il a réalisés, c'était de très bonne facture. Ouais, c'est triste pour lui. Du coup, il vient au Barça du coup cet été. Bon, je sais très bien que tu m'as dit que tu aurais kiffé qu'il vienne du coup au PSG. D'ailleurs, je me demande toujours à quel poste il aurait pu jouer, parce que pour moi, c'est le poste de Mbappé, ou presque. Je suppose que tu as vu les 2 derniers matchs du Barça. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces matchs-là? Est-ce que tu as vu un petit peu l'endroit où il a été placé par Xavi? Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Il a trouvé l'entraîneur idéal, le club idéal, le championnat idéal. Il y jouait déjà, mais je pense qu'il a totalement l'ADN Barça. Donc forcément, moi, c'est mon joueur préféré. Donc forcément, je voulais le voir dans mon club préféré. J'ai même pas pensé au fait qu'il pouvait s'adapter quoi. Enfin, même si je pense que un joueur comme ça de cette qualité peut jouer partout. Mais vraiment, s'il n'y avait pas le PSG, le Barça c'était l'idéal pour lui avec ce style de jeu là. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il n'allait pas jouer ailier collé à la ligne. Ouais. Et très bien qu'il allait jouer entre les lignes, demi-espace gauche à la place de Gavi ou de Pedri. Et forcément, je trouve que c'est l'idéal pour lui, parce que là, on le voit sur 2 matchs. Donc c'est que 2 matchs, c'est que contre des équipes un peu plus faibles, on va dire, que le Barça. Mais il régale totalement. Il a vraiment trouvé le style des jeux qui lui convient. Le jeu entre les lignes, comme ça, on sait à quel point il est fort entre les lignes. Comme ça, quand il est proche de l'attaquant, quand il est proche de la surface adverse, c'est un régal. Et le Barça va lui permettre de toucher des ballons, plein de ballons. Le Barça va lui permettre d'être. Voilà, le Barça a un style de jeu qui est proactif, et c'est ce qu'il lui fallait. Il va pas défendre pendant 80 minutes. Il va attaquer, il va toucher le ballon, il va combiner avec Baldé, avec Gavi, Pedri, Lewandowski. Enfin, là, vraiment, je trouve qu'il a trouvé le contexte idéal pour s'amuser, pour s'épanouir. On le voit actuellement, il est en train de s'épanouir, il se régale. On le voit même dans l'attitude. Il a rejoint son club de cœur et on le voit, il tacle, il fait des choses qu'on ne voyait pas forcément faire auparavant. Et là, franchement, moi, c'est mon joueur préféré, donc forcément, je me régale à le voir jouer comme ça. Il prend enfin du plaisir à jouer au foot, chose qu'on ne voyait plus depuis son passage à Benfica. Et là, merci le Barça de l'avoir sauvé en quelque sorte, parce que là, il est en train de montrer vraiment que non, c'est pas un flop, c'est pas un escroc, c'est pas un mec surcoté. C'est juste un mec qui avait besoin d'une équipe qui joue pour lui et qui parle le même football que lui. Et là, actuellement, on se régale. Je pense que tout amoureux du football est en train de se régaler. D'accord. J'allais te demander ensuite ses qualités, enfin, tu en as déjà parlé, du coup, ses qualités en général, mais du coup, je te repose la question sur une qualité qui est peut-être méconnue chez lui ou sous-cotée, dans son jeu ou même humainement, je sais pas, n'importe. Moi, je trouve que c'est sa prise de profondeur. Alors, je trouve que, je vais pas parler de ses qualités techniques et de son jeu entre lignes, tout le monde les connaît. Moi, je trouve que c'est sa qualité de prendre la profondeur et de faire son jeu sans ballon. Et je trouve que ça, c'est grâce à Simeone qu'il a progressé. Et pour ça, il a perdu 4 ans à l'Atlético, parce que s'il serait parti au Barça direct, ce serait un autre joueur. Il aurait peut-être mangé à la table de Haaland et Mbappé actuellement. Mais je trouve qu'il a progressé sans ballon à l'Atlético dans son contre-pressing, et notamment dans son jeu, dans ses appels en profondeur, dans cette qualité de faire les bonnes courses devant, etc. Il fait souvent les bons appels entre les défenseurs centraux et les latéraux. Vraiment, voilà, c'est un mec qui a progressé dans ses appels en profondeur, et je le trouve très intéressant maintenant dans son jeu sans ballon, chose qui n'était pas vraiment, visible à Benfica, par exemple. Et il l'a prouvé du coup mardi avec la passe qu'il a mise à Lewandowski, l'appel qu'il fait au début de l'action en profondeur, c'est très sympa. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu aurais des défauts chez lui dans son jeu à relever, ou un truc où il doit progresser? Pour moi, il est tellement fort partout que c'est compliqué de... Ah là là, on sent l'amour là. Ouais, mais je dirais peut-être parfois sur le fait qu'il se décourage peut-être un peu vite quand il a pas tous les ballons qu'il veut. Je trouve que parfois il a tendance à un peu trop à râler quand il n'a pas tous les ballons il faut qu'il comprenne aussi que tous les ballons ne peuvent pas passer par ses pieds. Et parfois, c'est vrai que j'ai tendance à trop râler, à se décourager, devenir un peu nonchalant. Et il doit apprendre que tous les ballons ne doivent pas passer par lui. Et autre chose, peut-être parfois jouer un peu plus simple. Parfois, il se complique la tête parce qu'il veut régaler, etc.
cherche les petits ponts, etc. Alors que parfois, une passe suffit pour faire le décalage. Mais voilà, c'est vraiment 2-3 choses minimes. Mais voilà, c'est peut-être là pour moi ces axes de progression parce qu'il reste encore assez jeune, il a que 23-24 ans. Donc voilà. Ok. Moi, j'aime beaucoup sa finition. Je trouve qu'il a un sang-froid, on n'en parle pas beaucoup, tu vois, parce qu'on sait qu'il est fort et tout. Mais la finition qu'il a, elle est sympa, hein. Elle est vraiment très sympa, tu vois. Entièrement, ouais. Ça, c'est un truc, c'est presque naturel chez lui, parce que même à Benfica, tu vois, il avait 18 ans et tout, et c'était la folie. Et donc, j'ai une question qui est intéressante, c'est une question qui va se poser en plus, je pense, dès la fin de saison, qui se pose déjà même maintenant. C'est est-ce qu'il va rester, tu penses, au Barça l'année prochaine? Moi, j'ai envie de te demander, hein, est-ce que tu penses qu'il est du genre à faire tout son possible pour rester dans un club qu'il aime, genre, pas aller au clash, quand même pas, tu vas pas aller au bras de fer, comme certains joueurs le font, mais voilà, est-ce qu'il est prêt, tu penses? Est-ce que c'est un homme de principe, tout simplement? Bah, je pense que déjà, on a eu un élément de réponse cet été. Il a attendu vraiment le dernier jour pour signer au Barça parce qu'il voulait signer au Barça. J'ai même eu peur à un moment qu'il y ait en Arabie Saoudite, tellement il voulait attendre le Barça. Ouais. Et donc, non, je pense qu'il va faire le maximum. Il va faire le maximum pour signer au Barça. Maintenant, je pense que le Barça, il faudra qu'il sache rapidement s'il y a des moyens financiers ou quoi. Je ne connais pas la situation du club actuel pour savoir s'ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que s'il continue à performer comme ça, il va coûter facile 120 millions parce que l'Atlético voudra forcément récupérer son investissement. Je ne sais pas si le Barça pourra le mettre, mais en tout cas, je pense qu'il fera le maximum pour signer au Barça. Mais il faudra que le Barça dise rapidement si c'est possible ou pas, parce que j'ai peur qu'on se retrouve le 30 août 2024 et qu'il n'y ait nulle part et qu'il se retrouve du coup signé en Arabie Saoudite. Donc, c'est ça, moi. Moi, je pense qu'il va faire le maximum pour signer au Barça. Ouais, il va aller au clash avec l'Atlético. Il va tout faire pour signer au Barça parce que c'est son club de cœur et qu'il risque de se régaler pendant un an. Maintenant, je pense que si le Barça ne peut pas le faire, il va devoir se trouver une porte de sortie. Mais en tout cas, je pense que pour tout le monde, c'est dans l'intérêt de signer au Barça parce qu'il s'y plaît et lui veut signer au Barça absolument. Donc, voilà. Ouais. Après, on va pas lui demander d'attendre jusqu'au 30 août, tu vois, c'est un manque de respect, clairement. Mais moi, j'ai peur que le mec se dise, bon, j'ai fait une grosse saison, d'accord, parce que là, il est parti pour. Et maintenant, je pense que n'importe club voudra de moi, parce qu'il n'était pas le cas, du coup, au début de l'été. Et qu'ils se disent, bon, bah, si le Barça ne peut pas, tergiverse un petit peu, mettre du temps, bah, du coup, je me tire dans un club qui voudra de moi, parce que maintenant, tout le monde veut de moi. Et j'ai peur de ça, tu vois. Ouais, c'est une possibilité aussi. Hein. Tu sens en plus qu'il veut jouer avec des champions, absolument. C'est un joueur qui aime avec des champions et qui. C'est pour ça que pour moi, je sais pas, j'ai quelques doutes avec Jorge Mendes sur le fait qu'il signe en Arabie Saoudite, mais il aime trop avec des champions et ça fait que si le Barça attend un peu trop, etc., et qu'il y a un club de Ligue des Champions qui l'appelle, ça peut vite lui faire réfléchir. Mais en tout cas, son club c'est le Barça et il fera tout pour signer au Barça. Et après, si le Barça dit non, bah lui, je pense il faudra trouver une porte de sortie. Maintenant, si le Barça lui fait comprendre qu'ils feront le maximum pour le faire signer, je pense qu'on peut attendre au moins jusqu'au 20 août, 15 août, et il attendra le Barça. J'ai aucun doute là-dessus. En parlant de Jorge Mendes, j'ai vu que tu avais dit que c'était Félix, c'était la marionnette, enfin le pantin de Jorge Mendes. Pourquoi tu dis ça? Bah, à partir du moment où il arrive à le faire signer à l'Atlético, je pense que pour moi, c'était. D'accord. On a vu l'emprise qu'il avait sur Jean-Félix, c'est-à-dire que il y avait Manchester City dessus. Quand tu as Manchester City qui te demande et que tu signes à Atletico, c'est-à-dire que ton agent a tout fait pour signer à Atletico parce qu'on sait à quel point Jorge Mendes a des liens avec l'Atlético Madrid depuis très très longtemps. Et je pense qu'il avait promis de faire venir Jean-Félix et il a fait comprendre à Jean-Félix que c'était le club idéal pour lui. Et au final, il s'est totalement trompé. Il a gâché 4 ans de carrière à son joueur. Et c'est beaucoup. J'ai utilisé le terme marionnette parce qu'à partir du moment où le joueur ne fait pas ses propres choix et écoute son agent plus que tout, c'est pour moi une marionnette. Et j'ai très peur que d'ici un an ou deux, il lui fasse comprendre que l'Arabie Saoudite, c'est bien, c'est le futur, etc., qu'il faut signer là-bas. Et que Jean-Félix, on ne sait pas pourquoi, le croit et signe là-bas. Mais voilà, à voir, mais c'est ma plus grosse crainte. D'accord, les agents, quoi. Enfin, en plus, c'est l'agent avec un grand A pour le coup. Aussi, voilà, parlons un petit peu de la sélection portugaise, parce qu'il a souvent été critiqué, mine de rien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que son rendement n'est pas forcément ce qu'il pourrait être? Portugal a été critiqué d'une part parce qu'au Portugal, il y a un gros souci, c'est le clubisme. Il y a un gros problème, donc forcément un jeune crack qui sort de Benfica,
les supporters de Porto ne vont pas le louper. S'il fait pas un bon match directement, ça sera directement catalogué de flop et de surcoté ou quoi. Et tu as la même chose de l'autre côté, hein. Donc ça, c'est vraiment le gros fléau du football portugais, c'est le clubisme. Il n'y a pas grand monde qui est objectif quand il parle Ouais. du club ennemi. Et ensuite, oui, il n'a pas répondu il a été aussi très vite catalogué comme le futur Ronaldo, enfin, comme le successeur de Ronaldo, comme le mec voilà, qui allait prendre la relève de Ronaldo, etc. Donc forcément, t'en attendais un peu plus de ce joueur-là. Et on a dû attendre peut-être la Coupe du Monde pour voir à peu près les prémices de son talent. Et c'est vrai que jusqu'à là, il avait. Bah, après, il n'était même pas titulaire, il était même pas souvent il était pas titulaire, etc. Et même au niveau de ses entrées en jeu, quand il était les peu de fois où il été titulaire, il montrait pas grand-chose, on va dire. Il a jamais été réellement mauvais pour moi, mais il montrait pas tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Donc il y avait énormément d'attentes. Il n'a pas répondu présent tout de suite. Maintenant, il y a le contexte sélection qui fait que bah, tu avais Fernando Santos comme entraîneur. Donc le pauvre, il se tapait Cholo Simeone la semaine. Et ensuite, il se tapait ensuite Fernando Santos. Donc deux entraîneurs qui sont à l'opposé de ces idées de jeu. Donc il fallait prendre ça aussi en compte. Tout aussi en ne pas, en ne pas non plus faire en sorte qu'il n'avait aucune faute. C'était aussi de sa faute. Il n'a pas réussi à s'adapter à ces deux entraîneurs-là. Mais voilà, il y avait ce contexte aussi où bah, il n'avait pas le bon entraîneur, beaucoup d'attentes autour de lui, etc. Donc il n'a pas répondu présent tout de suite. Donc forcément, ça a amené à des critiques rapides. Maintenant, le Portugais est comme ça aussi. Le Portugais est impatient. Le Portugais est très critique. Ronaldo s'est fait critiquer en sélection. Et pas qu'une fois. Il s'est fait encore critiquer maintenant. Même si aujourd'hui, je pense que c'est mérité. Mais auparavant, en 2010, en 2009, il se faisait critiquer aussi alors que c'était pas vraiment mérité. Donc voilà, le Portugais est comme ça et attend beaucoup de ses joueurs. Donc voilà, le combo clubisme, portugais critique et contexte qui n'allait pas à Félix a fait que bah, il n'a pas répondu présent tout de suite et ça a été sujet à des critiques. D'accord. Ah, t'as quand même conscience que là, ce qui se passe là pour João Félix et Cancelo, si on les remet pas en route, mais bon, si on le remet à leur niveau prime cette saison au Barça, c'est bénéfique pour vous à l'Euro là. C'est deux joueurs majeurs en plus. Là, en fait, on les a sauvés parce qu'ils étaient partis pour signer en Arabie Saoudite. Donc, si jamais le Portugal fait un bon Euro et que les joueurs majeurs, Félix et Cancelo, font un gros tournoi, vous serez quand même un petit peu redevable. Oh, clairement. C'est pour ça que je suis bien content de voir ça et que je les remercie d'avoir sauvé ces deux joueurs-là parce que c'est des joueurs exceptionnels. Et non, clairement, on ne peut être que redevable envers le Barça de les avoir sauvés en quelque sorte. Maintenant, bah écoute, c'est à eux de travailler durant l'année et de faire sortir un bon Euro parce que le Barça, s'ils font une bonne saison avec le Barça mais qu'ils font un Euro catastrophique, ça aura servi à rien en quelque sorte, à part le fait de relancer leur carrière. Mais maintenant, ouais, on les attend. Moi, je vais suivre tous les matchs du Barça maintenant, donc non, très content parce que en plus d'avoir sauvé leur carrière, c'est un club qui parle le même football qu'eux et c'est ça le plus important, c'est que ils ont l'ADN Barcelone et ils auraient pu signer à Liverpool ou je ne sais pas quoi, ça va pas être, enfin même ailleurs, ça parlait pas le même football qu'eux. Donc là, au-delà du fait que le Barça a sauvé ces deux joueurs-là, ils ont trouvé enfin le bon contexte, surtout pour Félix, parce que Cancelo a fait 4 ans de Pep Guardiola, donc il n'y avait pas meilleur contexte pour lui. Mais là, Félix a enfin trouvé le bon contexte pour lancer sa carrière. Donc voilà, ça c'est l'idéal. D'où le fait que tu devrais être content qu'il ait signé au Barça et pas au PSG, mon gars. Ah, je suis très content qu'il signe au Barça. Très très content. Si c'était pas le PSG, c'était le Barça. Donc très content de. Je le voyais pas ailleurs. Donc très content qu'il signe au Barça. Vraiment très très content. Juste dommage qu'il joue pas au Camp Nou. J'aurais kiffé les Barça au Camp Nou. Ah, c'est vrai. Tant pis. Mais je pense que j'irai le voir. Tu vois, à la base, je me disais, bon, je suis parti voir des matchs au Camp Nou l'année dernière. Plusieurs matchs, dont celui face à United et tout. Et là, cette année, je me suis dit, franchement, cette saison, Montjuic, j'ai la flemme et tout. Mais là, Cancelo et Félix, ils sont en train de me titiller. Ils sont en train de me dire, franchement, viens voir notre football. Pareil. Ouais, je me suis dit, au pire, la prochaine et tout, mais bon, il y a un risque comme quoi il reste pas. Et je me dis, je peux pas passer l'occasion de pas les voir là-bas. Donc on va y aller tranquillement. Tu les as déjà vus en vrai? Félix, j'ai fait 2 matchs à l'Atlético. Notamment donc un Atlético à Manchester City, donc c'est la possibilité de voir les deux en. Et en vrai, est-ce que c'est différent? Parce que tu vois des matchs souvent, toi, en vrai, au Parc des Princes. Tu sais très bien que les joueurs à la télévision et en vrai, techniquement, ça n'a rien à voir. Il y a un truc, il y a un décalage. Et est-ce que Félix, ce genre de mec-là, tu te dis techniquement, c'est encore plus fort ou moins fort qu'à la télévision? Clairement, tu sens vraiment qu'il est au-dessus. Tu sens qu'il est au-dessus dans l'enchaînement, etc. C'est vraiment un joueur différent. C'est le mot là. Il est différent. Il n'est pas fait comme les autres. Et Cancelo, ce qui m'a plus impressionné en vrai, c'est vraiment on voit pas forcément ça à la télé.
c'est son côté athlétique, c'est sa capacité à enchaîner les courses, Ouais. etc. C'est vraiment une machine, il est endurant et ça, c'est vraiment quelque chose au stade qui est affolant. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre. C'était un plaisir. Tu reviens dans un petit moment pour parler de Cancelo si jamais il fait un gros passage, un buzz, n'importe quel cas. Je t'invite et on en parle aussi. D'accord? Bien sûr. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? La santé, juste la santé, c'est le plus important et voilà, et que Golasso continue à se développer, mais avant tout la santé et paix et amour sur tout le monde. Ça ne reste que du football, n'oubliez pas. On ne peut ne pas être d'accord, mais ça ne reste que du football. Il y a pas de rentrer dans des extrêmes de fou. N'oubliez pas ça. Je sais que bon, ça sera pas écouté par tout le monde, mais le plus important, c'est qu'on puisse le dire. Et vous avez beau ne pas être d'accord avec les gens, essayez de débattre dans le respect, c'est le plus important. Parce que vous permettez de dire des choses sur les réseaux que vous n'allez pas vous permettre de dire en face. Et c'est dommage. Exactement. Exactement. Bah écoute, merci à toi et à très vite. Ciao.